Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que je vais vous parler d'un ouvrage où il n'y a pas beaucoup de bois dedans. Même si ça traverse le plateau du Larzac pour aller aux Causses Rouges. Mais, ça sera surtout un projet, il faudra retenir les principes d'organisation du projet. Bon, c'est un ouvrage maintenant qui appartient au patrimoine de Millau. Il y avait besoin pour les plus anciens, quand on traversait la France, pour relier le Massif central au sud. Quand on traversait Millau, c'était une galère. Et pendant des années, il y a eu besoin de créer un passage entre le plateau du Larzac et puis les Causses Rouges. Et c'est qu'en 96, lorsque le ministère des Transports avait lancé un appel d'offres de projets, c'est à partir de ce moment-là que les projets ont commencé à avancer. Et le ministère des Transports avait retenu un projet qui était un viaduc aubané. Alors, quelle est la différence? Bon, il n'y a pas beaucoup de différence entre le pont et le viaduc, si ce n'est qu'une question de longueur. En fait, le pont relie deux rives et le viaduc deux points de grande hauteur. L'architecture et l'esthétique avaient été choisis pour lancer un appel d'offres en concession. Alors, concession, ça veut dire, une fois qu'on fait le projet, l'entreprise fait le projet et récolte le péage pendant un certain nombre d'années. Ça, c'est le principe du lancement du viaduc de Millau. Un ouvrage d'art en esthétique avec le choix, la collaboration d'un ingénieur bien connu, Michel Virlogeux, spécialiste des ponts et surtout des ponts aubanais. Le pont de l'île de Ré, le pont de Normandie, le dernier pont sur le Bosphore. Donc c'est lui qui était au démarrage avec Lord Norman Foster, l'architecte. Eux deux, ils ont proposé un projet à l'État qui a été retenu en 96 et l'appel d'offres a été lancé pour 2001. Et de par sa modernité, sa simplicité, le projet Eiffage a été retenu. Bien moins cher que le projet que l'État avait envisagé, parce qu'il l'envisageait à 650 millions d'euros et à ce moment-là, il n'avait pas le budget pour. Et le projet d'Eiffage était à 400 millions d'euros. Il y a eu un point, il y a eu un hic. Alors le PDG d'Eiffage, qui s'appelle Jean-François Roverato, a rencontré le ministre des Transports, qui s'appelait Jean-Claude Pefsot, ministre communiste dans un gouvernement socialiste. Et celui-ci a dit à Jean-François Roverato, il y a une chose que je ne pourrais pas faire, c'est donner la garantie de l'État. Jean-François a dit, nous n'avons pas besoin de la garantie de l'État, on le fera sur nos propres fonds, c'est-à-dire on empruntera, et puis on se débrouillera, et on n'a pas besoin, et c'est à partir de ce moment-là qu'on était attribué. Donc un ouvrage multi-aubané, aux aires de voilier, c'est bien, avec l'arrivée du Vendée Globe, je crois que ça tombe bien ce soir pour voir les images du viaduc. Alors, il n'y a pas de partage, je n'ai pas de photos à vous présenter. Vous allez sur le site Viaduc de Millau, vous trouverez toutes les plus belles photos du viaduc. Alors, c'est un projet d'hommes. D'hommes et femmes, évidemment. Les concepteurs, d'abord de nombreuses compétences. Alors, les concepteurs, Michel Virlogeux, diplôme de l'école polytechnique, et spécialiste des ponts à travers le monde, et surtout des ponts en haubans. Lord Norman Foster, qui a dessiné ce pont, qui était apprécié par tout le monde. Les autres décideurs sont l'entreprise intervenante. Jean-François Roverato, qui a pris un parti, un risque, de le faire en structure mixte. Disons, des piliers béton et un tablier métallique. Accompagné d'un homme que je considère très grand, Marc Legrand, qui est décédé la semaine dernière, qui était le responsable de projet pour le groupe Eiffage. Et l'association de ces quatre hommes a fait que le projet s'est réalisé dans de bonnes conditions. Ils ont pu participer ensemble. Donc je dis que tous les projets qu'on doit faire à l'heure actuelle et qui sont importants, c'est l'association de l'architecte et de l'ingénieur. Il faut qu'ils apprennent absolument à travailler ensemble. Et c'est les meilleurs. En hospitalier, ça a été la même chose. Pendant une dizaine d'années, je me suis toujours peut-être battu avec l'architecte, mais on a réalisé ensemble des projets qu'on n'aurait jamais réalisés s'il n'y avait pas eu l'association des deux et la complémentarité. Ensuite, il y a les métiers de base pour réaliser un projet pareil. Ce n'est pas que deux ou trois hommes
Il y a les hommes qui décident et il y a ceux qui réalisent. Et les métiers de la construction, du génie civil, il y a les responsables de la division des ponts et d'ouvrages pour les études. On a utilisé le bureau d'études Grèche, qui est un bureau d'études belge qui connaît bien la mise en place des ponts métalliques, des structures métalliques, les translateurs, les machines qui marchent en mouvement avec des vérins hydrauliques ont permis de réduire les efforts du tablier sur les appuis pour les lançages. Et ça, c'était le plus du projet qui a fait qu'on a pu le faire en un temps imparti inférieur à 3 ans. Après, il y a les hommes, les grutiers. Dans une grue, quand tu montes une pile à 250 mètres de hauteur, ce n'est pas un grutier normal que tu mets dedans. C'est un gars qui sait manier la grue, mais avec une vision, c'est-à-dire une caméra, 2 caméras, des écrans. Quand il va chercher sa charge à 250 mètres, il n'a pas la même vision que le grutier lambda qui est sur un bâtiment. Le topographe, très important. Le coffreur, le topographe, c'est une précision à toute épreuve. Le coffreur positionne les éléments de coffrage au millimètre près pour façonner les piles. La base de la P2 fait 27 mètres. Le haut de la P2 fait 10 mètres. Et une réduction en continu. Donc, ce n'est pas n'importe quel chef de chantier qui peut faire ça. Le soudeur, alors là, beaucoup, des kilos et des kilos de soudure. Des milliers de tonnes d'acier, de matière. Le chef de chantier, responsable au quotidien de l'organisation du chantier, la bonne exécution des travaux. Un véritable chef d'orchestre. Alors là, on avait un directeur de projet sous la coupe de Marc Legrand qui s'appelait Pierre Martin et un centralien, un homme de très très bon niveau sur l'organisation de tel chantier, de grands projets. Le liftier aussi. Dans chaque pile, il y avait un lift. Et pour assurer la sécurité des compagnons, on avait mis un liftier dans chaque. Donc tout ça, ce sont des hommes qui ont participé à la réalisation du viaduc. Alors le viaduc lui-même, pour l'appel d'offres a été lancé en 2001, attribution et livraison en 2004. 14 décembre 2001, pose de la première pierre. 14 décembre 2004, réception par Jacques Chirac du viaduc de Millau. Et 16 décembre, mise en route, ouverture du viaduc de Millau. Donc, il a fallu faire la jonction, le clavage, les parties nord. Alors, partie nord, partie sud, 2 ensembles. On a fait deux bases de travail et 50% du travail a été fait à terre. Pas en l'air, mais a été fait à terre. Donc, début, on a l'installation des piliers d'abord, après le tablier, après les pylônes, après les haubans, et ensuite vient les finitions. Donc le 16 décembre, le viaduc est mis en route. Je vais détailler les 6 étapes de construction. Donc je ne rentrerai pas dans le détail parce que là, il y en a pour 2 heures après, mais c'est surtout une marche de manœuvre, de savoir-faire, d'organisation et de logistique qui a été mis en place pour le réaliser en 3 ans. Donc 6 étapes hors du commun de la construction du viaduc. La première étape, l'excavation, élévation des piles. Deuxième étape, lançage du tablier. Troisième étape, jonction du tablier. Au millimètre près. Excusez-moi. On va. Ce n'était pas prévu. Bon, voilà. Donc, la jonction du tablier, l'installation des pylônes, le haubanage, élément important sur ces ponts à hauban, et une construction d'exception, parce qu'il y a les finitions, il ne faut pas les oublier, pour le rendre. Les piles, ce sont des piles en béton armé, mais avec un béton spécial. La pile la plus haute, la pile P2, montée à 250 mètres, à plus de 340 mètres avec le hauban. Les piles sont numérotées de 1 à 7, il y a 7 piles. Et entre deux, pour le lancement du tablier, on a mis des palets intermédiaires pour éviter le fléchissement du lancement du tablier. La forme et le dimensionnement des piles ont été prévus pour résister à la charge verticale. Alors, les contraintes sur ce type d'ouvrage sont plus importantes pendant la phase de réalisation que pendant la phase d'utilisation. Parce que la phase de réalisation, on n'est pas en forme définitive, on n'a pas les haubans. Et donc, au bout de 6 mois d'études, on a repris toutes les études parce qu'on a eu des éléments complémentaires
de la direction régionale de l'État, nous donnant, disons, pas approbation sur les études, mais il fallait faire des études complémentaires avec la vallée du Tarn et les orages qu'on peut avoir et les tornades qui peuvent se glisser. Donc, il a fallu reprendre toutes les études. Et on avait déjà démarré le projet. Pour la P2, dans le sens transversal, bon, la largeur de la pile en bas fait 27 et on arrive à 10 mètres en haut. Les piles se séparent, elles sont monolithiques à leur base pour être ensuite dédoublées sur la partie supérieure. Et en effet, cela permet de faire face à certaines contraintes, telles que la dilatation du tablier. Ce sont des contraintes plus importantes que sur des tabliers béton ou des tabliers bois. Dilatation en acier, c'est une composante qu'il faut prendre en compte dans les calculs. Sous chaque puits, on a fait des puits marocains de 9 à 18 mètres de profondeur, avec un diamètre de 4 à 5 mètres, creusé, recouvert d'une semelle, de 3 à 5 mètres d'épaisseur pour chaque puits. Tout l'ensemble des bétonnages en une seule phase était réalisé à la pompe. Et en plus des piles, on a les culées. Les deux culées, les points d'ancrage du tablier se font dans les culées, de chaque côté, culée nord, culée sud. Parallèlement aux piles, les culées sont construites sur le cause du Larzac et le cause rouge. Il s'agit de structures béton qui assurent l'ancrage du tablier à terre ferme. Ces culées de type creux et de 13 mètres de largeur sont plus étroites que le tablier, mais elles disposent d'encorbellements latéraux afin de prolonger la forme du tablier jusqu'à atteindre le terrain naturel. Le tablier lui-même, 36 000 tonnes d'acier à mettre en place. Les découpes des tôles se faisaient à Lauterbourg, en Moselle, en Lorraine, disons. Ces tôles étaient transportées sur le port à Fos-sur-Mer. Et à Fos-sur-Mer, on assemblait les caissons. Ces caissons, une fois qu'ils étaient assemblés, transport exceptionnel. On a amélioré la voirie entre Marseille et Millau pour passer à certains endroits. Et il y a eu plus de 200 transports exceptionnels pour amener les caissons sur le site. Les caissons 4,20 m, 15 à 20 mètres de longueur, et ils pouvaient peser jusqu'à 90 à 100 tonnes. Ces caissons étaient assemblés sur place, de chaque côté, partie nord, partie sud. Et une fois qu'on avait 170 mètres, 175 mètres de caissons assemblés, se faisait le lancement. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire le lancement, il fallait des palets intermédiaires. Parce qu'on ne peut pas lancer 300 la largeur totale entre les piles était de 340 mètres. Donc, avec les palets intermédiaires, on avait un lancement à faire sur 170 mètres, 175 mètres. Donc, on a mis des palets intermédiaires. Chaque palais faisait 700 tonnes. C'est déjà 700 tonnes de métal qui servait au support de lancement et attendre le prochain lancement. Alors, le lancement du tablier, cette performance a été faite grâce à des translateurs installés sur les piles et les palets provisoires. C'était Nortec qui avait fait cela. C'est un système levage vertical, 1 vers 1 fait avancer, baisse, revient, levage vertical. Donc on faisait du 9 mètres par heure. Il fallait 48 heures pour faire un lancement, pour arriver soit sur une palée, soit sur une pile. Et 36 tonnes à lancer. Donc on a fait 18 lancements pour faire les 2640 mètres du tablier. Une fois que le tablier, la jonction s'est faite, je crois, le 28 mai 2004, à 270 mètres au-dessus de la vallée du Tarn. Un aboutissement de 15 mois de travail, rien que pour la partie métallique et du tablier. Ensuite, alors, il y a eu d'abord deux bancs, disons deux pylônes intermédiaires pour assurer la déformation, pas l'assouplissement, mais le raidissement du premier lancement. Et puis après, au fur et à mesure, on mettait un câble pour éviter que le tablier, au cours de son avancement, baisse trop vers le tas. Une fois que le tablier était assemblé, ça ressemblait à un ver de terre. Donc après, il a fallu installer les pylônes, une opération réalisée en 3 mois, 7 pylônes d'acier pour le viaduc. Chiffre clé, chaque pylône pèse 700 tonnes, donc c'était 2 à 3 smirmorques qui amenaient les pylônes sur le tablier, mesure 87 mètres de haut, et il a fallu 3 mois pour les mettre en place. Et suite
à cette installation des pylônes, c'est le haubanage. Donc ça, c'est une spécialité. Il y a une société en France qui est sa première, faire Fraissinet, qui nous a donné un coup de main sur ce projet pour le haubanage. Ça, c'est une méthode de Michel Le Virlogeux. 1500 tonnes de câbles sous tension ont été installés selon une technique bien rodée. Après avoir passé un premier toron dans la gaine de protection extérieure, celle-ci est hissée sur le pylône jusqu'à son emplacement définitif. Le toron est alors fixé dans des ancrages supérieurs et inférieurs. Une navette permet ensuite d'amener un à un tous les torons qui sont ensuite mis sous tension. Les plus hauts bancs mesurent 180 mètres et pèsent 25 tonnes. Et la tension des hauts bancs est comprise entre 900 et 1200 tonnes. Le point important aussi dans la réalisation, c'est les finitions qu'il y a à faire. Bon, on a les éclairages, on a les garde-corps assez hauts pour éviter que ça gêne les conducteurs de voitures qui aimeraient bien voir la vallée du Tarn, donc il faut leur couper un peu le paysage. Mais aussi, c'est surtout les enrober sur un tablier métallique. On ne construit pas une route comme sur une route ordinaire. 10 000 tonnes d'enrobés répandues en moins de 4 jours. Une fois qu'on a commencé la mise en place des enrobés, on ne peut pas arrêter. La pose du revêtement sur le viaduc de Millau était réalisée du 21 au 24 septembre. Il recouvre l'enrobage lisse, recouvre l'acier sur une épaisseur de 6 à 7 cm. Mais avant, il a fallu, disons, poncer le tablier, le mettre à nu et mettre un film bitumineux sur toute la longueur du tablier de quelques millimètres d'épaisseur pour assurer une surface plane et pour la mise en place de l'enrobé. L'enrobé adapté, testé et approuvé. Alors, il nous a fallu plus de 2 ans et demi pour définir, avec les services de l'État, pour définir la qualité de l'enrobé. Il a été conçu pour résister aux déformations du tablier et présenter toutes les qualités de confort de circulation. 2 ans de travail. La projection à haute pression de billes d'acier d'1 millimètre de diamètre a permis d'enlever toute trace de roue sur le tablier. Et une couche primaire d'accrochage a été appliquée sur l'acier à vif avant la pose d'une feuille bitumineuse de 4 mm d'épaisseur, thermosoudée à 400 degrés. Ensuite, l'enrobé qui a été mis en place en continu. Il y a eu 4 jours pour le mettre en place, 25 000 rangs ont assuré l'alimentation continue des 2 finishers. Aucune rupture d'approvisionnement. On ne pouvait pas trop chauffer l'enrobé, sinon on créait une dilatation du métal dessous. Donc il a fallu surveiller la température d'approvisionnement à la minute près de la mise en place. Après, il faut instrumentaliser le viaduc. Un viaduc sculpté sur toutes les coutures, piliers, tabliers, pylônes, haubans, une multitude de capteurs. Ceux-ci sont conçus pour déceler le moindre mouvement du viaduc et mesurer sa résistance à l'usure. Anémomètre, accéléromètre, inclinomètre, capteur de température font partie de la panoplie des instruments de mesure utilisés quotidiennement. Des extensomètres à fibre optique ont été inclus dans la semelle de la pile P2. Ces capteurs détectent les mouvements de l'ordre du millième de millimètre. Les autres, ce sont des extensomètres électriques, cette fois, répartis sur toute la hauteur de la P2 à la P7. Ces appareils sont capables de fournir jusqu'à 100 mesures par seconde. Par grand vent, ils permettent de surveiller en permanence les réactions du viaduc. Les haubans, quant à eux, sont également instrumentés et leur vieillissement minutieusement analysé. C'est l'entretien du viaduc, une part de l'entretien du viaduc, c'est surtout la surveillance de la corrosion qui pourrait se faire. Donc, annuellement, une visite est faite avec les services de l'État et des experts patentés sur toute la longueur du viaduc. Les caissons, on rentre à l'intérieur des caissons et on surveille toute la longueur du viaduc. Et s'il y a besoin de refaire des peintures, de consolider, c'est fait. Jusqu'à présent, tout se passe bien. On a commencé à refaire quelques peintures à l'intérieur. Mais au bout de maintenant 17 ans, le viaduc se comporte parfaitement. Alors, on a de nombreux records pour cette œuvre majeure.
c'est pas l'ouvrage de tous les records, mais il y a des chiffres vertigineux quand même pour cet ouvrage qui est devenu, qui appartient maintenant au patrimoine de Millau. 2460 mètres de longueur, des travées de 342 mètres, parce qu'une fois que les haubans ont été mis en place avec les torons, on a enlevé les palais intermédiaires et le viaduc est totalement linéaire. 600 compagnons ont travaillé en permanence sur ce viaduc. Plusieurs milliers de personnes ont travaillé, mais sur le site, 600 compagnons. La largeur du viaduc, 32 mètres. Et la plus haute pile, avec le pylône dessus, est plus haute que la tour Eiffel. On a coulé environ 205-210 000 tonnes de béton. Il y a une pente continue sur le viaduc qui est de 3%. Des travées, je vous ai dit, les deux premières travées de chaque côté de 104 mètres, les travées sont 342 mètres, 154 haubans, la tension des haubans de 900 à 1200 tonnes, le coût de la construction 400 millions, et en fait on a terminé à 398 millions. Donc c'était une belle gageure pour le groupe, et ça a permis de livrer cet ouvrage de génie civil à temps, en 3 ans. Durée de la concession, puisque c'est une concession, 78 ans. Initialement 75, et avec 2 ou 3 petits raccords complémentaires, 78 ans. La garantie de l'ouvrage, 120 ans. Rayon de courbure, en plus de la pente, il y a un rayon de courbure du viaduc. Il est de 20 km et construction en 3 ans. Moi, je dirais en conclusion que je ne souhaite pas rentrer dans les détails de toute la construction. C'est surtout un problème d'organisation et de logistique. La réussite de projet repose là-dessus. S'il n'y a pas de logistique, une bonne logistique bien préparée pour la livraison, on ne peut pas le faire dans le temps. Et le deuxième point, c'est l'intervention de l'informatique. Grâce à l'informatique, les lancements, j'avais exactement, les lancements ont été faits avec efficacité, rapidité et précision. Si on n'avait pas eu l'informatique, il nous fallait un an et demi de plus pour réaliser ce type d'ouvrage. Donc, chantier titanesque, mené de main de maître, rigueur, précision, ont été les maîtres clos, les maîtres mots de chaque étape de la construction, sous la coupe de Pierre Martin, qui a passé, je dirais, presque 7 jours sur 7 pendant 3 ans, juste avant de prendre sa retraite. C'est un ouvrage de nombreux records. C'est, comme on dit, c'est un ouvrage, c'est armé d'acier et d'hommes déterminés, et que le groupe Eiffage, et en particulier Jean-François Reverato et Marc Lepétran, ont su rassembler pour mettre en œuvre ce projet. Après 17 ans, on peut dire que c'est une belle réussite pour le groupe. Voilà ma conclusion. Maintenant, j'attends les questions. Bien, merci pour cette présentation. Pour les questions, si vous voulez les poser directement à voix haute, vous pouvez, hein, bien entendu. Ici, j'en ai plusieurs. Rajouter un truc. Ouais, je peux rajouter juste un point. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas eu d'écran partagé, parce que vous allez sur le site internet, vous tapez Viaduc de Millau, vous avez de très très belles images sur la viaduc. On les voit ici, effectivement. Voilà, ah ben t'es plus fort que moi, c'est bien. Voilà, alors ça c'est la phase temporaire, on voit les palais intermédiaires, et sur la phase temporaire, ben, ça ressemble à un gros verre. Et donc il y avait juste deux pylônes qui ont servi au lancement pour éviter que le nez du viaduc plonge pendant la phase provisoire. Et puis après, ben, tout ça a été mis en musique et en surface plane avec les haubans. Là, c'est une belle photo, celle-là, sur la phase de travail. Effectivement, sur le site leviaducdemillau.com. Ouais. Et l'intérieur, c'est bien, tu as une photo de l'intérieur, de voir comment sont équipés les tronçons à l'intérieur. C'est du métal pur, avec des cloisons de renfort et tout, et tout l'intérieur est comme ça. Après, il y a des chemins de câblage et tout ça qui sont installés pour faire l'ensemble de l'équipement. Très bien. Donc au niveau des questions, hein, c'était sympa. Oui. Bah, c'est celle du site. Hein. Oui, ben voilà.
Donc les questions, ce qu'on a eu comme question. Alors au tout début, il y a quelqu'un qui faisait la remarque qu'effectivement, on utilisait du bois dans les ouvrages d'art, notamment en coffrage, donc c'est surtout, et en parement, mais c'est effectivement pas Ouais, en structure. Et donc ouais, là-dessus, Simon, donc c'était Vincent Dardon qui a fait cette remarque. ouais. Et Ouais, là-dessus, je on vous a l'ai eu dit au départ, c'est la structure de génie civil, c'est l'association du béton et du métal. Et c'est vrai que cette présentation est surtout faite pour l'organisation d'un grand chantier. Comment on peut se mobiliser, qu'il soit en bois, en métal ou en béton, l'organisation d'un grand chantier, d'un grand projet. En effet. Et du coup, donc Simon a rebondi là-dessus en demandant s'il y avait eu un peu de bois dans l'ouvrage. Donc si effectivement il y avait eu du bois dans les coffrages, sur des coffrages de cette taille-là, est-ce Ouais, qu'on alors sur les coffrages, pour le démarrage des coffrages, j'étais mécanique. Et après, dès qu'on a commencé à rétrécir, c'est plus facile de faire les jonctions coffrage bois. Mais on avait un atelier de menuiserie sur place, parce qu'ils sont faits à dimension. Chaque coffrage était fait à dimension. Donc là, il faut un atelier de menuiserie. D'accord. C'est l'une des seules parties que je vois sur ce projet. Alors, j'ai pas parlé du péage, parce que le système de péage, les guéris de péage, en fait, c'est un voile allégé en BSI. C'est un béton allégé spécifique, un brevet déposé par EFA, qui couvre tout l'ensemble du péage. Donc, ça allège la structure. Le dessin a été fait avec Norman Foster et on a une structure allégée pour l'ensemble des boîtes de péage. Très bien. Simon avait aussi une autre question. Il demandait si on connaît les variations de flèches du tablier, notamment à cause du vent. Alors, les flèches, il n'y a pas de variation de flèches avec les haubans. Il y a très peu de variations d'une flèche de tablier, sauf en cas de tornade qui sont limitées. C'est pour ça qu'on a repris, après 6 mois d'études, on a repris toutes les études parce que nos calculs n'étaient pas assez contraignants concernant l'intervention des vents dans la vallée du Tarn. Et ça a repris. Et à ce jour, on n'a pas vu certains orages qu'il y a eu depuis 17 ans. Il n'y a pas de variation. Ça reste dans les limites acceptables des calculs. C'est un élément important. La phase temporaire provisoire, c'est pas que la phase d'exploitation. La phase d'exploitation, on connaît le définitif. Mais la phase temporaire, là, il faut revoir les calculs. Et il y a des interventions dans les calculs qui sont assez importantes. Je ne suis pas spécialiste des calculs en structure béton armé et surtout en métallique, mais il ne faut pas l'oublier. On a des grands bureaux d'études pour connaître ça, comme le bureau Grèche en Belgique. Des bureaux d'études qui travaillent sur des projets comme ça, ils sont spécialistes de ce type de projet? Ils sont spécialistes de ce type de calcul. Ils ne font pas que ça, ils sont spécialistes en calcul de grande hauteur, en calcul de grande portée, en calcul de béton allégé, en calcul de métal. Ils ont des équipes. Il n'y a pas, par exemple, bon, en France, il y en a quelques-uns, mais Liège, c'est l'un des bureaux d'études connus dans le monde entier. Je crois que les Chinois, quand ils ont fait leur grand pont, ont utilisé le bureau d'études pour les aider. Le pont, ils ont un pont de 35 km, je crois, qu'ils vont faire entre l'île et le continent. Très bien. Je propose de laisser la parole à quelques participants s'il y en a qui souhaitent poser une question. On dirait que non. Non. Là, j'ai vu, il y Euh, a Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Oui, Mathieu. bonjour. Eh ben, je dis j'en avais une, mais je cherchais le bouton pour décrocher assez vite. Ah, Bonjour Robert. Bonjour Robert. bonjour Mathieu. Je voulais poser la question de combien de personnes avaient travaillé au niveau du bureau d'études, puisque tu disais tout à l'heure qu'il y avait eu 600 compagnons à travailler. À plein temps, sur le chantier, oui, à peu près. Ouais, 600 personnes à travailler sur le chantier, mais en termes de bureau d'études, alors je sais bien que j'ai Le bureau d'études, il y a eu plus de 1500 personnes à intervenir sur la fête. Entre bureau d'études, logistique, les usines et tout ça. Mais en bureau d'études, je ne sais pas exactement, mais plus d'une cinquantaine en permanence. Alors, je pose la question parce que j'ai en mémoire, si tu t'en souviens, la visite de l'hôpital de Saint-Nazaire. Ouais.
où tu avais 150 personnes sur le chantier qui travaillaient Ouais. et 200 dans les bureaux derrière. Non, ah non, 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 pas, non. Ah, Non, j'ai eu jusqu'à 1200 compagnons sur le site de la CSM, 1200 compagnons, et sur le site propre en encadrement pour le groupe, on était une centaine, et plus derrière les bureaux d'études sous-traitants qu'on a pris les experts, les spécialistes, les sachants. Mais ouais, il y a une centaine de personnes en fonction de leur spécialité. Et j'étais sur le arrivé, site propre, oui, vas-y. à la fin de la phase béton. Ouais, à la fin de la phase béton. Ouais, ben là, j'avais 300-400 compagnons à la phase béton, oui. D'accord. Mais bon, comme quoi, pour assurer la logistique de ce type de chantier, on Ah a besoin ben, de tout le 400 et 400 compagnons, à ce moment-là, en bureau d'études, il y avait 200 personnes qui travaillent au total, hein. La Oui. phase d'études, c'était 12 mois, hein. C'est important. On réussit une affaire, c'est quand la phase d'études est bien menée. Et en fait, on réalise l'affaire, et le rendement de l'affaire se fait grâce aux études qui ont bien été préparées en amont. C'est plus sur le chantier après qu'on fait du bien. Il y a possibilité. Mm. C'est pour ça que l'investissement, il faut toujours dire au patron, l'investissement en études est très important. 1 euro, 2 euros dépensés en études, c'est 1 euro d'économiser sur la construction. En phase. Peut-être pour conclure, vous pourriez peut-être nous faire un point rapide sur votre parcours du coup depuis donc l'ESB. Ah ben, oui, bon. J'ai commencé mon premier projet avec la SGE, beaucoup n'étaient pas là à ce moment-là, c'est en 74, l'hôpital de Quimper. Et en fait, j'étais rentré à Mondial Pratique pour faire de la maison individuelle en préfabriqué. J'ai licencié les 35 gars de l'entreprise et je me suis retrouvé ingénieur à l'AIGE comme responsable de projet en hospitalier. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans les grandes entreprises. Après, j'ai fait de l'hospitalier, j'ai fait 2 ans sans château farine à Milly. Et puis, je suis parti à l'étranger en 82, donc Singapour, la Malaisie, l'Arabie, la Réunion et 4 ans en Chine. Je suis revenu en France et 4 ans après aux Philippines. Donc 15 ans d'export, dont 12 ans en Asie du Sud-Est, en grand projet. J'étais même responsable pour le groupe EFH en Asie du Sud-Est quand j'étais aux Philippines. Et ensuite, je suis revenu en France. J'ai fait la station de Valenton en épuration. Et après, j'étais en directeur de mon projet en hospitalier. Parce que ça m'avait repris. Et les 10 dernières années, c'était Limoges, Rodez, le CHSF à Évry, hospitalier, puis la CSM, l'hôpital central de Dijon, et puis la CSM à Saint-Nazaire, la cité sanitaire Nazaire. Et je continue à faire de la formation pour le groupe EFH en projet clé en main pour les directeurs de projet ou ceux qui ont envie de faire autre chose pleinement dans leur filiale. C'est une unité de formation Master Plus sur un an, sur 5 semaines de formation. Sur une année, et on leur donne un Master Plus à la fin de l'année. J'ai participé à la mise en place de l'université FH en 2012. Ça fait déjà 8 ans. Donc c'est de la formation interne à FH Oui, pour interne. former. On a monté une université interne et on fait de la formation interne. C'est alors projet clé en main, c'est pour qu'ils apprennent à travailler ensemble entre les différentes branches. Puisque FH, c'est 75 000 personnes, donc il y a un mec qui est à Marseille qui fait de l'électricité, celui qui est en Nord, génie civil. Et quelquefois, ils vont avoir à travailler ensemble, ils ne se connaissent pas. Bon, c'est toujours les cousins à l'intérieur de l'entreprise, c'est souvent plus mal vu que les entreprises extérieures. Donc, c'est pour leur apprendre à travailler ensemble et surtout la gestion des risques, la gestion des projets, l'intervention des corps d'État, gestion contractuelle et financière. Très On bien, est deux intervenants et un animateur de l'école des ponts chaussées. très bien. En tout cas, merci pour cette intervention. S'il y a des gens qui ont encore des questions par écrit ou qui y Donc, pensent en ouais. cours, n'hésitez pas. Donc à l'ESB, tout est ouvert. Tu sais, 50% reste dans le bois, mais quand tu as
une opportunité. Moi, j'ai commencé par la maison individuelle, mais tu as une opportunité, et puis, donc la formation est très importante. La formation générale est très, très importante. C'est vrai que là, je ne sais pas si on a beaucoup d'étudiants ou beaucoup de gens qui sont en poste, mais c'est vrai que ce serait amusant de voir effectivement qui est encore dans la filière, ne serait-ce que parmi les personnes présentes aujourd'hui. On a la chance d'avoir le nouveau président de l'ESB, qui est un directeur d'EFAGE qui s'occupe de la filière bois. Le responsable de la filière bois. Voilà. Je propose qu'on passe à l'intervention suivante. Parfait. Merci à tous et toutes. Merci beaucoup, Robert. Donc, je vais laisser la parole à Héloïse Alec, qui va nous parler de la question de la conception d'un ouvrage d'art en bois. Donc, on n'est pas sur l'échelle du viaduc de Millau, hein, de toute évidence. Déjà, est-ce qu'on aurait pu faire le viaduc de Millau en bois? C'est toute une question, je pense. Probablement que la réponse est négative, hein. Mais voilà. Je sais pas Héloïse, si Héloïse donnera la réponse. Donc, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, Damien? On m'entend? Oui, c'est bon, parfait. Oui. Alors, je me présente. Je m'appelle Héloïse Alec. Alors, moi, je fais une petite infidélité dans ce groupe ce soir parce que moi, je suis une ingénieure NSTIB à la base. Donc, voilà. Mais je suis là quand même ce soir pour vous parler des ouvrages en bois. Et alors, vu que si vous tapez viaduc de Lantosque sur Internet, il n'y aura pas de site pour voir les photos, moi, je vais vous en montrer quelques-unes. Comme ça, vous allez voir un peu de quoi il en retourne. Donc, effectivement, ça va vous changer de ce qui a été dit précédemment. Là, on n'est plus du tout sur la même échelle. Voilà. Le premier mot, c'est donc ça, c'est le pont de Lantosque qui est donc dans la vallée de la Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, pardon. Et donc, il fait 15 mètres de long. Voilà, donc comme ça paraît assez peu, mais il a quand même le titre de premier pont routier en France en bois béton connecté sans limitation de tonnage. Donc voilà, c'est un petit titre qu'il a, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a assez peu de ponts qui sont en bois aujourd'hui. Et ça vient du fait que les technologies en béton et en métal sont aujourd'hui très abouties et le coût est donc du coup beaucoup plus faible. Et surtout, aujourd'hui, il y a des bureaux d'études et des entreprises qui sont spécialisées dans le génie civil de la construction de ponts en béton, ce qui n'est pas du tout le cas en bois. Avant de vous... Donc, en fait, je vais essayer de vous présenter, moi, quel a été mon travail. J'ai fait le calcul de ce pont. Et donc, je travaillais à ce moment-là dans une entreprise qui est spécialisée en la mêlée-collée. Donc, les ponts, ils en ont fait, mais c'est pas du tout le cœur de métier. Le cœur de métier, c'est vraiment faire des bâtiments, de la charpente, des immeubles, etc. Donc, le pont en bois, c'était une petite nouveauté et intégrer le caractère bois-béton connecté, c'en était une autre. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on a procédé, les démarches, ce qui change par rapport à un bâtiment traditionnel et comment on est arrivé à ce superbe pont que vous avez sous les yeux. Donc, pour commencer, pourquoi ils ont décidé de faire un pont en bois? Donc là, on est dans la vallée de la Vésubie et donc ça dépend de Nice Métropole. Et donc, Nice, ils ont quand même une certaine culture du bois. Donc, il y a quand même l'Allianz Arena qui est le stade de foot qui a été fait en bois. Donc, il y a une certaine envie de travailler le bois. Et la vallée de la Vésubie, c'est déjà une vallée où il y a plusieurs ponts en bois qui ont été faits, dont le pont d'Ilons, qui est aussi un pont routier en bois, qui est en structure sous-tendue. Et donc, ils avaient envie de renouveler l'expérience et ils travaillent beaucoup avec le CEREMA, qui est un centre d'études et d'expertise sur toutes les questions des mobilités, qui travaille autant sur les ponts en béton que les ponts en métal. Et ils se sont posé la question de est-ce qu'il était possible de faire des ponts en bois. Donc tout ça a fait que voilà, pour ce pont-là, ils se sont dit c'est une petite dimension, c'est un pont qui peut être expérimental, donc on va y aller, on va faire ça sur ce pont-là. Donc, qu'est-ce que ça implique en fait le bois béton connecté? Je pense que vous avez tous fait un peu de structure, mais du coup, en fait, c'est juste au lieu que
ce soit uniquement les poutres en béton qui viennent reprendre les charges. On bénéficie de l'inertie du béton, en plus de celle du bois, pour reprendre des charges. Et donc, pour ça, il faut relier le bois et le béton ensemble pour recréer une inertie nouvelle. Donc, on sera plus sur une poutre normale en bois de section carrée, mais plutôt une poutre en T avec des éléments béton. Donc, au niveau de la conception, en fait, nous, en tant qu'entreprise et bureau d'études, on s'est appuyé sur les travaux qui avaient déjà été faits, et notamment par le CEREMA, et sur en fait ce qui existait déjà, et notamment au niveau des planchers connectés bois-béton qui existent dans les bâtiments, et au niveau des ponts métal-béton qui existent. Parce qu'on n'allait pas réinventer la poudre, il y a des systèmes qui fonctionnent, et on a essayé de voir s'ils s'adaptaient au bois ou pas. Donc pour ça, on a travaillé avec le CEREMA qui avait fait plusieurs études, et donc on est arrivé au stade où en fait on allait réutiliser plusieurs éléments. Donc là vous avez une photo, c'est pas très très gros, mais en fait on utilise les goujons Nelson. Donc ça c'est des goujons qui sont utilisés dans les structures pour relier le métal et le béton. Donc c'est des goujons qui font à peu près 10-15 cm de haut. Et on les a reliés via des plaques métalliques vissées dans le bois aux poutres. Donc ça, c'est pour reconstituer une inertie. Toute la problématique de ces éléments, on l'a aussi dans le bâtiment, c'est que quand on fait une liaison entre deux éléments bois, ou là entre le bois et le béton, on crée un ressort en fait, on n'a pas une liaison parfaite. Donc toute la difficulté, ça a été d'estimer quelle était la raideur de cet assemblage pour pouvoir l'intégrer dans notre modèle de calcul. Donc ça a été un gros travail, et puis il y a beaucoup de questions où l'Eurocode n'apportait pas de réponse, donc il a fallu estimer, il a fallu expérimenter pour avoir des raisons, et puis il a fallu aussi travailler avec le bureau d'études béton pour voir quelles étaient les possibilités du béton et qu'est-ce que nous on pouvait prendre en compte ou pas, et vers quelle inertie recomposée on allait pouvoir aller. Dans le calcul, nous, en tant que bureau d'études bois, on a fait tous les calculs liés à l'inertie recomposée, donc on a quand même intégré du béton dans nos calculs. Mais par contre, le calcul du béton et la fabrication du béton, ça, c'est le bureau d'études béton qui l'a fait. Ça, nous, on s'en est pas du tout occupé. Donc eux, ils ont fait tous les ferraillages et puis les plans de préfabrication liés aux ouvertures que vous allez voir sur les dalles qui ont été posées. Ensuite, au niveau du calcul et de l'Eurocode, donc on a utilisé l'Eurocode bois normal. Après, on est limité par certains aspects parce que certains aspects sont vraiment axés dans l'Eurocode sur les bâtiments en bois, et du coup, on se retrouve limité dans la conception d'un pont comme ça sur des questions de fonctionnement et est-ce que ça s'adapte ou pas à notre système. Pour ce qui est donc des Eurocodes de façon générale, là on est sur un ouvrage qui est calculé pour 100 ans, donc ça modifie les conditions, les coefficients qu'il y a dans l'Eurocode, mais ça tout est mentionné. Donc ça impacte peu. Par contre, quand on réfléchit sur un bâtiment à 100 ans, on réfléchit aussi sur sa durabilité à 100 ans. Et du coup, on se pose beaucoup les questions sur le bois et l'humidité. Ça, c'est déjà assez prégnant dans les bâtiments, mais ça l'est aussi encore plus sur un pont qui va être plus exposé à l'humidité et qui est censé durer quand même 100 ans. Donc, on a essayé de réfléchir aussi en dehors des Eurocodes sur toute cette question de la durée de vie du bâtiment, enfin du pont plutôt, et du coup, comment on va protéger les éléments bois de l'humidité. Et après, il y a toutes les questions du gonflement. Le bois, il gonfle avec l'humidité. Et du coup, ça, on a assez peu de notions de quelle va être sa reprise d'humidité, mais aussi comment vont se gérer les interactions, et notamment avec le béton. Le bois, il va gonfler, mais le béton au-dessus, il ne va pas se comporter de la même manière, et on a la même réflexion au niveau des températures. Quand il va faire très chaud, le béton, il va avoir tendance à se dilater, beaucoup moins que le bois qui est au-dessous. Donc du coup, comment on peut gérer ça? Comment on peut l'appréhender? Parce que toutes les réponses ne sont pas dans l'Eurocode. Ensuite, ce qui est des charges, donc là, c'est plus du tout les mêmes charges que sur les bâtiments, mais on a dans l'Eurocode 0, il me semble que c'est la partie 2, on a les charges sur les ponts, donc on a des cas de chargement pour les ponts. Et donc, on l'applique à notre pont et aux conditions auxquelles on est. Donc, je vous l'ai dit en introduction, ici, c'est un pont sans limitation de tonnage.
Donc, on a les mêmes cas de chargement, entre guillemets, qu'on pourrait avoir sur le pont de Millau, c'est-à-dire que on a une charge roulante de 60 tonnes qui se déplace sur le pont en charge verticale, et du coup, on déplace la charge au plus défavorable. Après, ce qui change beaucoup par rapport au bâtiment, c'est qu'on va avoir des charges horizontales, centrifuges si on a un virage, qui n'est pas le cas ici, mais aussi des charges sur les barrières de sécurité, et donc qui vont induire beaucoup de torsion dans le pont et dans les éléments bois. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu finalement dans les bâtiments, on va dire, à structure traditionnelle. Voilà pour cette partie-là. Donc, comme ça, on ne dirait pas, mais en fait, ça a amené énormément de questions de travailler sur ces aspects-là. Et ça n'a pas été toujours facile de trouver des réponses. Et c'est en ça où je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit précédemment pour le pont de Millau, c'est que c'est un travail d'équipe. Alors moi, sur la partie bois, j'étais toute seule, mais on a travaillé beaucoup avec le CEREMA, qui eux sont vraiment un centre de recherche et d'expertise, qui nous ont apporté leurs éléments et leurs connaissances techniques surtout sur les aspects vraiment qu'on ne maîtrisait pas, qui est vraiment lié au génie civil, et le bureau d'études béton, qui a une connaissance beaucoup plus poussée que nous, aussi des ouvrages en génie civil, et qui vont nous apporter leurs connaissances. Et en fait, c'est vraiment en mutualisant ça que on peut aller vers nous acquérir une compétence dans l'étude des ponts, en fait, qu'on n'a pas forcément à la base, même si par nos formations, on sait faire du calcul, on sait faire de la modélisation 3D, on sait charger un modèle, on sait interpréter les résultats. Mais là, on touche des aspects un peu plus spécifiques où il faut du coup pas appliquer, j'allais dire bêtement, mais c'est pas bêtement, mais appliquer ce qu'on est habitué à appliquer tous les jours. Il y a une réflexion en plus à avoir sur est-ce que j'applique là, c'est vraiment pertinent, comment je l'applique, et ça diffère de ce que je fais dans mon quotidien. Donc, est-ce que c'est bien pertinent et est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi était nouveau, en tout cas à l'époque. Donc du coup, voilà, ça amène beaucoup de questions, mais du coup, c'est assez intéressant de se poser ces questions-là et de trouver des gens aussi pour y répondre et pour faire avancer le sujet. Donc le dernier point, alors oui, donc là, vous avez, pardon, je vous ai mis en photo, du coup, la photo des ferrures. Alors, c'est une photo qui est du pont qu'a fait l'entreprise après, qui est un deuxième pont connecté en bois béton. Donc, les dimensions sont plus grandes sur l'entos, que vous le verrez après, les ferrures, elles sont plus petites et il y a moins de goujons. Mais en tout cas, c'est le système qui a été fait pour les deux. Donc, vous voyez les goujons Nelson qui sont soudés sur des plaques, et les plaques sont elles-mêmes vissées dans le bois. Et donc, c'est un vissage sans jeu. Donc, les têtes sont coniques et les ferrures, elles sont usinées de façon conique pour avoir absolument aucun jeu et maîtriser la raideur, le mieux possible, la raideur d'assemblage. Donc là, vous avez une autre photo, mais qui est à peu près la même. Et donc, le dernier aspect, c'est les poutres. Donc, là encore, il y a eu beaucoup de questions sur les poutres. En fait, en soi, c'est du lamellé-collé, c'est du lamellé-collé recollé, puisqu'on a fait plusieurs poutres d'épaisseur 20 cm qu'on est venu recoller, parce que les poutres, je ne vous l'ai pas dit encore, mais elles font 80 cm par 1 mètre de haut, et il y en a 4 sur le pont de Lantosque. Donc en fait, c'est des sections où c'est pas usuel de travailler avec, donc ça a amené des questions, pas tant au niveau calcul, parce que ça, finalement, c'est assez, on manipule des chiffres, mais ça a posé des questions pour la fabrication au niveau du collage, mais surtout du recollage, comment on vient recoller et comment on manutentionne les poutres en atelier et sur chantier après derrière. Donc pour faire, si on simplifie un peu, les poutres, elles font 1 mètre par 1 mètre sur 15 mètres de long, donc on est déjà à 15 mètres cubes de bois. Donc si on fait un ratio assez rapide, on est autour de 7 tonnes par poutre. Avec les ferrures, on peut dire qu'on est à 8 tonnes. Donc ça, c'est encore manutentionnable dans l'entreprise. Mais pour les photos que vous avez vues avant, sur l'autre chantier du pont de Lure, là, les poutres, elles font 30 mètres de long. Elles font 25 tonnes chacune.
Donc là, les ponts dans l'entreprise ne permettaient pas de les manutentionner. Donc pour le chargement sur camion, par exemple, il a fallu faire appel à des engins de levage, des camions grues qui sont venus à l'intérieur des bâtiments pour manutentionner les poutres. Donc ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément au moment du calcul, mais rapidement, il y a des échanges avec l'atelier parce que y a beaucoup de questions qui se posent finalement parce que c'est des sections non usuelles qui circulent dans l'usine. Le dernier point d'attention, on va dire, sur ce projet qui change aussi un peu des poutres qu'on voit habituellement, c'était les appuis. Donc, on le voit dans les bâtiments, les appuis frétés, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Là, il y avait quand même une concentration énorme des efforts, donc il a fallu vraiment réfléchir à optimiser ce système-là. Et donc, on a des vis et on a des appuis, les appuis métalliques que vous voyez là, de mémoire, il me semble qu'ils faisaient 5 cm d'épaisseur. Donc voilà. En fait, c'est pas non usuel, mais par contre, quand on fait le calcul et qu'on se dit là, on me dit de mettre 5 cm de métal, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai fait le bon calcul? Et voilà, on est dans des ratios qui sont tellement différents à ce qu'on peut voir dans les bâtiments que ça interpelle pour un ouvrage qui, je le répète, fait que 15 mètres de long. Donc, c'est vraiment pas gros. Voilà, on ne fait pas un ouvrage de 100 mètres de long ou un immeuble de 15 étages, quoi. On fait un pont de 15 mètres. Donc après, ce qui diffère aussi beaucoup par rapport à la fabrication d'un bâtiment, c'est tout ce qui est relatif au génie civil, qui vont être en fait les points de contrôle qu'il y a tout au long de la fabrication, où la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre peuvent faire des contrôles à chaque étape de la fabrication. Donc quand on reçoit les lots de bois, ils viennent voir si les lots de bois sont bien conformes à ce qui est demandé au cahier des charges. Quand les connecteurs, par exemple, il faut avoir une homologation particulière pour les soudures, ils viennent voir, ils demandent les homologations et chaque fois, c'est des temps d'arrêt. En attendant qu'ils soient venus, ils aient vérifié, ils aient validé. Et du coup, ça, c'est une notion qui n'est pas forcément intégrée dans les plannings bâtiments à la base. Et du coup, qu'il a fallu prendre en compte. Donc voilà, ça reste un petit ouvrage, mais en tout cas, c'est des choses qui sont qui nous, il a fallu qu'on mette en place en interne pour se dire, ah oui, il faut caler une semaine dans le planning de plus pour tel contrôle, tel contrôle, tel contrôle. Donc voilà, après on est passé à la phase travaux. Donc là, les chiffres sont hallucinants par rapport à ceux qu'on vient d'entendre sur le viaduc du Millau, vous vous en doutez. Donc les travaux ont été faits en 7 jours, de la démonte de l'ancien pont à l'ouverture de la route, en travaillant 24 heures sur 24. Donc pour des soucis de rapidité, c'était du béton préfabriqué. Au niveau des poutres, il n'y a pas eu de difficulté particulière. La seule difficulté, c'était au niveau du transport, parce qu'on est sur une route de montagne. Donc, il a fallu quand même vérifier dans le gabarit que des poutres de 15 mètres passaient sur la route, ce qui n'était pas forcément une évidence dans certains virages en épingle, mais c'était bon. Et ça a été déchargé avec un camion cru que vous voyez un peu là en arrière-plan, mais pas trop. Mais pas de souci particulier sur ça. Et après, donc, ils sont venus mettre les éléments béton. Alors, je crois qu'on le voit mieux sur la photo d'après, où du coup, des réservations ont été laissées pour pouvoir laisser passer les connecteurs. Et après, ils sont venus remettre un mortier à prise rapide pour faire la connexion avec le reste des éléments. Voilà. La dernière étape qui change par rapport à un ouvrage aussi normal, c'est la phase de test. Il y a des tests en chargement où les ingénieurs de calcul doivent être présents. Donc l'idée, c'est de dire, donc c'est aussi homologué, hein, c'est de dire, voilà, on va charger d'abord les appuis, donc c'est 5 minutes par appui et on charge à 10 tonnes chaque appui. Et puis après, il y a un test au point le plus défavorable de la structure. Donc là, de mémoire, c'était au milieu. Et du coup, on charge à un pourcentage de la charge maximale. Et l'ingénieur doit prévoir la déformée attendue. Et en fonction de la déformée réelle, il faut expliquer les différences. Donc, s'il y a plus, ça devient problématique parce que ça peut questionner sur la résistance réelle du pont. Et s'il y a moins, il faut aussi expliquer pourquoi, parce que ça veut dire que le pont il est plus raide.
Donc, il y a plus d'inertie, expliquer s'il y a des dommages, entre guillemets, qui peuvent être liés à ça ou pas. Voilà. Donc, je vais finir par quelques chiffres, quand même, parce que ça me semble important. Donc, je vous l'ai dit, Lantos, donc c'est le pont du Rio, exactement, à Lantos, donc il fait 15 mètres de long. Il y a 4 poutres qui font 80 cm par 1 mètre de haut. Il y a 38 plaques métalliques par poutre. Il y a 28 tire-fonds, donc des grandes vis par plaque, et 6 goujons par plaque. Donc voilà, ça ne vous parle pas forcément. Sur le pont que vous avez vu tout à l'heure, il y a 22 000 vis qui ont été mises. Donc voilà, ça aussi, c'est à prendre en compte. En fait, nous, on s'en est rendu compte dans l'atelier, c'est quel est, pour le travail, comment en atelier, on vient, comment les ouvriers dans l'atelier viennent positionner les vis, quels sont les outils pour réduire l'inconfort de travail, etc., etc. Donc, ça a été des vraies problématiques qui ont été soulevées par la réalisation de ces ponts. Donc, le coût total, il est de 330 000 € et c'est à peu près 10% plus cher que si l'ouvrage avait été réalisé en métal béton connecté. Voilà, donc c'est un vrai choix de la part de la maîtrise d'ouvrage d'aller vers ça. Mais voilà, ils sont aujourd'hui très contents de leur pont. Et en fait, ce qui est aussi un avantage de ce pont-là par rapport à un ouvrage en métal, par exemple, c'est qu'il n'y a pas d'entretien particulier, notamment au niveau des peintures anti-corrosion qu'il faut venir remettre tous les 5 à 10 ans. Voilà, un petit rapide aperçu de ce que j'ai fait. Voilà, de ce qu'il est possible de faire. Alors voilà, je vous l'ai dit, il y a 2 autres ponts qui existent. Il y a le pont de Lure qui a un passage au-dessus d'une autoroute, qui a un passage pour la faune sauvage. Et il y a le pont de Cognin en Savoie qui est un pont aussi, un pont routier sans limitation de tonnage. Et ces deux-là font 30 mètres de long avec un appui intermédiaire. Mais la technologie, le système constructif est le même et voilà, l'approche du calcul est exactement la même. Voilà, je crois que j'en ai fini. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je veux bien y répondre. Et puis, Damien, tu peux reprendre la main pour l'écran. Très bien, merci. Il y a eu des questions. Déjà, il y a eu une remarque de Simon qui évoquait le fait que on avait les mêmes réflexions et les mêmes problématiques quand on travaillait sur des planchers en bois béton collaborant sur la question de l'humidité, notamment quand on coule un béton humide sur du bois donc sec. Donc il y avait aussi ce raisonnement à se poser donc sur le gonflement du bois lors de l'assemblage entre guillemets. Ensuite, il y a une question donc à nouveau de Simon, puisque Simon parle beaucoup, il a plein de questions et c'est bien. Il nous dit quid des assemblages en pied de porteuses, des drainages, de l'absorption des chocs. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, puisque je ne suis pas spécialiste de ces domaines. Alors, c'est la technologie, enfin la technologie, non, pas la technologie, mais le principe en pied sur les piliers, c'est exactement les mêmes que pour un pont métallique ou un pont béton. En fait, il y a des gros appuis. Alors, je vais dire néoprène, mais il me semble pas que ce soit du néoprène, mais en tout cas, c'est ces espèces de gros carrés. Voilà, qui font là pour l'Antos, qui n'étaient pas très gros, je crois que c'est genre 15 cm par 20. C'est voilà, des carrés en espèce de caoutchouc là qui sont renforcés sur lesquels le pont est posé. Et en fait, il y a un coefficient d'adhérence. Donc, c'est juste posé dessus. Voilà, la partie bois est posée sur ces appuis-là. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau des appuis, étant donné qu'il y a des fortes charges à passer, on a été obligé de mettre des plaques métalliques pour faire de la diffusion et fréter les appuis. Mais toute la partie sur pilier est exactement la même que si ça avait été un pont métallique ou un pont béton. Ça, c'est absolument le même principe. Après, ça, nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas géré, c'est-à-dire que ça fait partie de la fabrication des piles et de l'apprêtement des piles, entre guillemets, avant la pose du bois. Donc, nous, on n'a pas géré ça, mais en tout cas, voilà, les infos qu'on avait, c'était vous allez poser votre pont, il est juste posé sur une surface qui fait temps par temps. Et voilà, notre ferrure, elle vient s'emmancher directement. Et le pont a la capacité de glisser, il y a des butées, mais voilà, il y a un coefficient de frottement qui assure que normalement, ça ne va pas bouger, enfin, qui assure que ça ne bouge pas, parce que c'est le même principe sur les autres ponts.
Mais voilà, ça change pas. Et après, sur l'absorption des chocs, alors là, voilà, pour moi, il y a juste ça et c'est ça qui fait absorbeur de choc. Il y a pas, vu la longueur du pont, en fait, il n'y avait pas besoin de système en plus pour venir absorber quoi que ce soit, de mémoire en tout cas. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Oui. Simon. Bonjour, Simon, enchanté. Oui, la question que je posais, c'était aussi sur la partie drainage au niveau des ferrures de pied de ces porteuses, parce qu'il y a eu 2, 3, 4 ponts. A priori, il y a eu des corrections qui ont été faites sur le pont de Merle, qui est en Corrèze, qui est un ouvrage pas d'art, pareil, en bois, qui est avec une architecture assez sympa, et ils ont eu des soucis de stagnation d'eau en pied de poteau, qui fait qu'ils ont été obligés de mettre en œuvre des solutions correctives. Et sur beaucoup d'ouvrages bois, que ce soit sur du routier ou juste de la passerelle, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il faut avoir une attention toute particulière. Moi, sur le projet sur lequel vous avez travaillé en question, c'était la question que je me posais, c'est voilà, comment c'est géré, parce qu'au final, on vient juste se reposer sur des éléments néoprène que vous évoquiez à l'instant. Et en gros, comment on fait pour drainer, parce que on sait très bien que au niveau des ponts, il y a des problèmes surtout quand on est au-dessus d'une rivière, des problèmes de condensation, et comment c'est géré pour gérer, anticiper le vieillissement. Et ça va rebondir en gros sur la question derrière qu'avait, il me semble, Vincent, sur le retour sur la longévité des lamellés collés mis en extérieur. Alors sur la question de l'étanchéité, nous on a beaucoup travaillé sur l'étanchéité par rapport à la route, parce que effectivement il y a une grosse partie de l'eau provient de la route, donc il y a un système vraiment de drainage qui a été fait pour que l'eau soit jamais en contact avec le pont et soit jamais ramenée sur le pont. Le béton en bout ne touche pas le bois, donc il y a vraiment c'est aéré entre guillemets pour éviter justement les zones où l'humidité va rester. Après, au niveau des piles, il n'y a pas de système pour éviter la stagnation de l'eau. Les piles sont dimensionnées pour éviter le maintien de l'eau. Elles sont légèrement en pente et c'est corrigé par les appuis néoprène. Mais après, il n'y a pas de système correctif. Il n'y a pas de système correctif pour que l'eau s'évacue s'il y a beaucoup d'eau. Après, là, on est dans un endroit où, alors là, ça se voit pas sur les photos, mais les débords du pont font que le bois n'est jamais exposé directement à l'eau. Et donc, dessous, le Riou qui passe, c'est pas une rivière permanente, c'est une rivière qui coule au printemps et quand il y a des fortes pluies. Donc, l'humidité ramenée, elle n'est pas permanente. Donc, c'est pas que c'est en l'état, mais en tout cas, la réflexion, elle n'a pas été de dire qu'il fallait mettre en œuvre extrêmement d'ouvrages, enfin de moyens pour lutter contre l'humidité, et surtout que l'ancien pont qui a été démonté, qui était un pont métallique, avait pas non plus de problème d'humidité et de corrosion à ce niveau-là. Donc du coup, effectivement, il y a rien d'autre qui a été prévu pour l'humidité, gestion des pieds. Après, c'est contrôlé fréquemment, tous les 5 ans, en même temps que les appuis néoprène qui sont dessous. Et du coup, on verra comment ça évolue dans le temps. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de dispositions particulières qui ont été prises. Voilà. Oui, la conception de base, en fait, vous permettait de mettre en œuvre un bois avec une classe 3.2 uniquement. Il n'y avait pas besoin d'aller forcément plus loin sur la gestion des problèmes d'humidité relative sur cet ouvrage, quoi. Alors oui, après là c'est du coup l'essence choisie c'est du Douglas Orobier. Donc du coup effectivement c'est déjà on est déjà sur un bois qui va être naturellement résistant. Après on s'est quand même posé la question, voilà, on a essayé d'optimiser, d'essayer de faire en fait aucun assemblage qui emprisonne l'eau et de faire des systèmes plutôt drainants en cas où il y avait de l'eau. Mais voilà, la réflexion de base a vraiment été de dire que
on mettait du Douglas, on faisait des assemblages qui empêchaient la stagnation de l'eau, mais après, on n'a pas poussé la réflexion de dire s'il y a de l'eau, est-ce qu'on fait des systèmes vraiment drainants partout? Voilà. La réflexion, elle s'est posée comme ça. Et aussi avec l'appui du CEREMA qui allait aussi dans ce sens-là. Donc voilà. Après, on a peut-être commis des erreurs et on le verra dans le temps, mais voilà. Aujourd'hui, c'est un système qui nous a semblé fiable et où on n'aurait pas de stagnation particulière, puisque pour nous, vraiment, le plus grand risque de reprise d'humidité, et là où ça va être le plus défavorable, c'est l'eau du tablier qui coule sur les poutres et qui stagne sur le dessus des poutres, plutôt que sur... Enfin, le problème pour nous venait du dessus et pas du dessous, donc on s'est plutôt concentré sur le dessus que sur le dessous, pour faire simple. Et pour la question sur la durée du lamellé collé dans le temps en extérieur, alors on n'a pas, comment dire, on s'est pas posé la question, on n'a pas fait d'études spécifiques liées à ce point-là. Après, voilà, on est parti des bonnes pratiques et vraiment l'idée c'était de dire on a un lamellé en extérieur, donc il faut que notre bois il soit absolument jamais en contact avec l'eau et qu'on ait le moins de reprise d'humidité liée au contact avec l'eau. Partant de ce principe-là, on s'est dit que le bois il garderait toute son intégrité si on remplissait ces conditions-là. Donc voilà. Je sais pas quels sont les plus vieux ouvrages en extérieur en lamellé collé protégé qui existent. Donc voilà, on n'a pas forcément de retour là-dessus, mais en tout cas le bureau de contrôle et le CEREMA avec qui on a travaillé, ils n'ont pas émis de doute sur du bois en lamellé non exposé en extérieur. Mais j'insiste sur le fait de non exposer aux intempéries et à l'eau. Très bien. D'ailleurs, de toute façon, c'est le même système constructif avec le même produit donc en Douglas hors aubier qui a été utilisé sur le pont de Cognin. D'ailleurs, j'ai quelques images dessus. Je vais les montrer très rapidement, hein, mais pour donner une idée, on est sur voilà, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les plaques 5 mm qui font la connexion ici. Donc ça donnait des poutres comme ça. On est sur ici des poutres qui faisaient 60 cm de large sur 1 mètre, donc c'était 3 poutres recollées ensemble. Pour ceux qui sont intéressés sur la question du lamellé collé, c'est pas une contrainte supplémentaire pour les entreprises. Enfin, c'est les règles de travail habituelles, si ce n'est que effectivement elles doivent recoller des poutres sur 40 mètres. Donc là, ça a été un petit peu de travail avec notamment du collage qui se réalisait en 2 heures, donc ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre pour réussir à tout bien faire. Et sur un pont comme celui-ci, pour donner une idée des volumes de bois, on a 200 mètres cubes de bois sur les lamellés collés. Et c'est à minimum 600 mètres cubes de grumes. À minimum, donc ça a demandé du travail puisqu'on est sur des bois locaux ici importants de collaboration au sein de la filière pour les fournir en temps. Je crois qu'il restait une question qui disait Héloïse, peux-tu rappeler le nom de ton bureau d'études? De la part de Dimitri Andreff. Alors, j'ai travaillé pour la société Arbonis, donc le bureau d'études est intégré et donc c'est une filiale de Vinci Construction. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur le différentiel de prix. Alors, je maîtrise pas les prix, mais effectivement, le surcoût, en tout cas sur ce pont-là, bon, on va dire de manière commune, on dit qu'un ouvrage en bois est toujours plus cher qu'un ouvrage en béton. Ça, aujourd'hui, on va contre ça. Je pense qu'il y a une part qui est liée au fait que, effectivement, la technologie, elle est moins maîtrisée qu'un ouvrage en béton. Il y a aussi le fait que dans le budget qui avait été prévu, il y avait un gros budget études parce qu'il y avait des réunions avec le CEREMA qui étaient prévues, qui à l'époque travaillait sur un guide pour les maîtrises d'ouvrage pour la réalisation de ponts en bois béton connecté. Donc on a beaucoup échangé. En fait, il y a une partie, c'est presque de la R&D et de l'expérimentation. Donc je pense que si ce pont-là, il avait été chiffré et réalisé en métal béton traditionnel, il y aurait eu peut-être 1 jour et demi de calcul. Je crois qu'à l'époque, nous, on a fait 1 mois de calcul sur ça, entre les réunions, tout ce qui était affiner les questions avec l'atelier et faire des allers-retours. Donc, je pense que le coût vient aussi
de la partie études qui, vu que c'est vraiment très novateur et voilà, la maîtrise d'ouvrage voulait qu'on prenne vraiment le temps de peaufiner ce truc-là, que forcément, il y a aussi un coût d'étude qui pour moi est énormément dimensionné par rapport à un ouvrage métal-béton traditionnel. Après, j'avais échangé avec l'entreprise qui a travaillé sur celui de Cognin et ils évoquaient aussi une remarque là-dessus sur le fait que si ils avaient su à l'avance exactement tout ce que ça avait coûté et s'ils n'avaient pas eu l'expérience que eux avaient pour travailler, ils auraient probablement pas remporté le marché parce qu'ils n'auraient pas pu le chiffrer au prix où ils l'ont chiffré. Et donc effectivement, je pense qu'ici il y a un manque d'expertise, d'habitude sur ces projets qui doivent participer à faire monter les coûts pour l'instant. Mais du coup, puisqu'on a peut-être plus de questions, merci Héloïse. De rien. Donc on voit qu'on forme aussi des ingénieurs qui savent faire leur travail à l'ENSTIB. Voilà, c'était un petit peu gagnant histoire d'évacuer la pique. Et on va pouvoir laisser la parole à Dominique Mollard d'Archipante pour nous parler de son projet. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais m'appuyer sur un diaporama. Je vous donne les droits tout de suite. Voilà. Ah bah, C'est bon, vous l'avez à l'écran. il n'y a plus qu'à le mettre en plein écran. Oui. Diaporama à partir du début. Voilà, merci de m'avoir invité à cette présentation parce que je vais vous faire un troisième volet tout à fait différent de ce qu'on a vu. C'était passionnant ce qu'on a vu, mais moi, c'est une approche tout à fait différente. La différence aussi, c'est que pour l'instant, ce n'est qu'un projet. On a espoir de faire un prototype très rapidement. Mais donc, je vous montre les délires que peuvent avoir des architectes chez nous. L'objectif est de faire un projet de dédoublement autoroutier donc, qui valorise les gros bois de nos forêts. C'est le titre de ma présentation. Et donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une équipe de concepteurs qui regroupe des architectes, des ingénieurs et des entreprises première et seconde transformation, donc de la filière bois, qui œuvrent dans la construction biosourcée. Donc, depuis pas mal d'années, personnellement, ça fait 40 ans que je travaille dans la filière bois. Et on a le soutien des associations, donc Fulbois Auvergne-Rhône-Alpes et Fulbois 42, ainsi que Bois des territoires du Massif central. Et ce projet a été labellisé par le pôle de compétitivité Exil au futur au mois de décembre, ce qui nous permet d'envisager d'aller chercher des financements pour aller un peu plus loin. Donc notre équipe est composée, donc, comme je l'ai dit, d'une partie modélisation, donc avec architecte, moi-même, et porteur du projet, donc et la société dont je suis co-gérant, qui est Archipante. On s'est associé à CBS-CBT, donc Jean-Luc Sandoz, qui a une grande expérience donc dans les les planchers massifs en bois, avec notamment les artéplages de l'Expo 02 en Suisse. Arborescence, qui a fait pas mal d'ouvrages donc de structures au bois, notamment au niveau des ponts bois-béton en France. Betrec Lignalite, c'était le bureau dont j'étais gérant il y a encore quelques années, avec qui nous avons mis au point le système Lignadal. La scierie Forge Meissier, donc qui est première transformation, avec la charpenterie Lignatex, ce sont nos partenaires classiques avec qui nous mettons au point nos produits. Et au niveau des experts, j'ai la chance d'avoir le professeur Natterer et le professeur Winter, donc, qui m'assistent dans ce projet, ainsi que Stéphane Stam, qui était l'ancien directeur de CADWork, qui est maître charpentier maintenant, qui bosse dans la robotique. Au niveau de l'instrumentation, donc, et l'analyse des essais, on fait donc appel à l'université de Limoges, donc le pôle d'Égletons, qui va faire donc des essais de mise en charge et qui va analyser ce travail. Donc Archipante, on travaille donc dans la construction bois depuis 1982, où on a réalisé donc une des premières constructions contemporaines donc de maisons fature bois dans la Loire.
Et en 1994, nous avons réalisé un des plus grands chantiers en bois à l'époque, qui était le lycée de l'Albanais à Rumilly. Donc, c'était 1400 mètres cubes de bois pour réaliser 10 000 mètres carrés de plancher. Et depuis, ce projet emblématique nous a permis de réaliser de nombreux lycées et collèges, notamment en région Auvergne et en Île-de-France. Nous avons maintenant une deuxième agence, puisque mon fils donc, a installé donc, une filiale d'Archipante donc, en région parisienne. Donc, mon passage a été marqué très fortement par l'enseignement que j'ai reçu donc, à l'EPFL, donc, où j'ai rencontré le professeur Natterer et le professeur Winter, où là-bas, le motif était de rendre aux forêts le rôle économique garant de leur entretien. Donc, c'est pas une approche donc à l'EPFL de dire on va faire le plus beau, le plus grand ouvrage d'art donc en Europe ou dans le monde, mais c'est un petit peu comme dans la grande cuisine. Vous avez donc dans le frigo tout un tas d'ingrédients et l'objectif c'est de valoriser la totalité de ces ingrédients, je dirais jusqu'aux sous-produits. On ne prend pas que la crème. Donc dans cette philosophie, nous avons développé donc dans le cadre d'Archipante ce qu'on appelle les écoproduits Ligna, donc dans le but de transformer la production de la forêt en produits manufacturés bas carbone. Et donc en cours de développement, nous sommes en train de faire une plateforme numérique donc, sur lesquels nous mettrons des objets .ifc et .cadwork réalisés exclusivement en bois local, donc notamment en bois des territoires du Massif central. Donc, cette base de données sera mise en ligne mi-2021 sur donc Ligna.store et l'objectif donc en parallèle de la RE 2020, l'objectif étant de coller donc à ces objets .ift toutes les caractéristiques environnementales donc notamment concernant donc les FDES pour faire un calcul donc plus C- très rapide. Donc mon expérience moi en ouvrage de génie civil était très limitée, hein. Je n'avais fait qu'une passerelle pour piétons donc 10 mètres de portée, mais déjà donc en bois béton connecté selon le système Lignadal. Et là donc c'était donc une dalle béton sans étanchéité, mais bon cette passerelle a plus de 15 ans de vie déjà et se comporte pas mal du tout. Donc pour développer ce projet, je me suis associé à Arborescence. Donc comme je l'ai dit, c'est un des bureaux qui réalise le plus grand nombre d'ouvrages de génie civil donc en bois donc en France. Et donc Jean-Luc Sandoz qui est connu donc pour les artéplages, hein, donc c'était le système donc aussi donc de bois massif qu'il a réalisé, donc sans béton par contre, mais qui avait la caractéristique, c'est quand ça a été conçu, on ne savait pas du tout les charges qui seraient mises sur ces plateformes puisque les pavillons n'étaient pas dessinés et il fallait encore que des engins de levage puissent aller les construire. Donc, il a fait un travail assez extraordinaire. Et donc maintenant, Jean-Luc Sandoz réalise des bâtiments de grande hauteur donc en France et est un des innovateurs, je dirais, dans la construction bois. Donc le leitmotiv aussi d'Archipante, c'est de faire travailler les gens au pays. Et donc on a accompagné donc la charpenterie Lignatech. Donc en 2010, nous avons développé avec eux le produit Lignadal et le produit Lignapli. Donc ce sont un plancher massif collaborant bois béton et un mur CLT cloué. Donc ces produits étant sous avis technique. Donc en 2010, on a réalisé une première maison passive donc face à notre bureau comme bâtiment témoin. Et depuis donc en 2020, ils étaient 27 emplois et à chaque fois ça change. Donc c'est une entreprise en pleine expansion qui n'utilise que le bois de la scierie locale qui va chercher son approvisionnement dans les 70 km autour de la scierie. Donc c'est vraiment faire travailler les gens du pays avec les produits du pays. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec l'acier parce qu'il n'y a plus beaucoup d'acierie en France et le béton n'est pas forcément aussi un produit qui est réalisé en France. Donc, comme vous le voyez, c'est une équipe avec des références, donc avec notamment les gens de Lausanne. Donc, ils ont réalisé pas mal déjà d'ouvrages en bois béton, hein,
Et donc, nos partenaires ingénieurs l'ont fait. Donc, la problématique, c'était de valoriser les gros bois et les très gros bois résineux, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça peut être aussi de toutes les forêts françaises. Donc, un gros bois, c'est un bois au-delà de 47 cm et demi, et un très gros bois, c'est au-delà de 67 cm et demi. Et ces bois posent un énorme problème, c'est qu'ils ne sont pas valorisés par les outils industriels classiques parce que les scieries industrielles utilisent ce qu'on appelle les cantères, et ces cantères ont des sections qui sont limitées à 60 cm à l'heure actuelle. Et ensuite, ces gros bois ont un problème majeur, c'est qu'ils ont des défauts cachés que l'on ne découvre seulement que lorsqu'on fait la coupe en scierie. Donc, ce qui fait que les scieurs sont très frileux à acheter des sur-pieds, donc des gros bois, parce qu'ils ne vont pas savoir ce qu'ils vont trouver donc, une fois qu'ils seront passés donc, dans leur scierie. La ressource en gros bois et en très gros bois est énorme. Donc, au niveau donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur 260 000 millions de mètres cubes donc sur pied, on a 69 millions de gros bois et de très gros bois. Donc, ce qui est assez impressionnant. Je vous donnerai des ordres d'idées à la fin de cette présentation. Donc, il est impératif d'exploiter ces gros bois et très gros bois pour laisser la place donc, à des plus jeunes pousses, donc en forêt, pour la régénérer. D'une part, pour capter plus de CO2, parce que donc un bois en pleine croissance capte beaucoup plus de CO2 qu'un arbre qui est arrivé à maturité. Et ensuite, en vue de l'adaptation de la forêt au changement climatique, parce que donc maintenant, on est certain que d'ici 50 ans, il va y avoir une élévation de la température et des problèmes d'hydrodicité donc au niveau donc, de la planète. Et donc, il faut trouver des solutions pour que la forêt puisse s'adapter. Donc, il y a deux réponses possibles. Soit donc, on augmente la taille des cantères dans les scieries industrielles, c'est une piste qui est en train de se développer. Soit on trouve d'autres valorisations pour ces très gros bois, donc pour leur donner une réelle valeur marchande. Notre proposition, c'est d'utiliser donc ces grumes, donc avec un minimum de façonnage, hein, donc on dit donc un façonnage frugal, et en grande quantité pour créer des vrais puits de carbone significatifs sur le long terme. On a parlé des ouvrages d'art, donc là on parle à l'échelle du siècle systématiquement. Donc l'intérêt de cette philosophie donc de réaliser des tabliers à base de bois massif non équarri donc permet de créer un effet social, c'est-à-dire qu'une grume qui a un défaut donc à un endroit est soulagée par ses petites copines qui sont juste à côté, qui n'ont pas forcément le même défaut au même endroit dans la grume. Donc c'est un système qui permet de valoriser des bois de moindre qualité. Donc nous on fait cela avec des bois carrés, mais donc la théorie peut être la même pour des bois donc sous forme de grumes. Et donc le professeur Natterer a déjà réalisé des chantiers de taille significative avec ces techniques, notamment donc dans ces gradins en Allemagne. Pour les ponts, on peut utiliser donc cette technique pour en structure dite primaire, donc en faisant des tabliers autoportants, par exemple sur ce pont donc de 8 mètres de portée. On peut le faire bon, sur d'autres ouvrages de franchissement. Donc ils ont fait donc là un pont donc tout trafic sur 13 mètres de portée. Ils ont aussi travaillé donc sur ce qu'on appelle un rural, donc c'est un couvert, donc c'est une sorte de grande grange hein, en Suisse, donc avec des tabliers donc autoportants de 15 mètres de portée. Et le professeur Natterer, donc à l'EPFL, a fait des essais sur des tabliers autoportants de 17 mètres de portée. Donc là, ça commence à devenir assez significatif. Donc, si on doit aller plus loin, après, il faut utiliser le système donc, de tablier stent dans l'autre sens, perpendiculaire au trafic, donc en structure secondaire. On peut dire que la structure primaire serait faite par un système porteur, soit sous forme d'arc, soit de triangulation, hein, et stent pourrait être utilisé dans l'autre sens. Et c'est dans cet esprit que l'on va développer donc, notre produit.
Alors, donc, on nous a beaucoup parlé jusque-là donc, des systèmes à base de lamellé-collé pour faire ces ouvrages de génie civil. Donc, où là, on reconstitue, je dirais, bon, c'est un petit peu un clin d'œil là. On prend des grumes, on les débite, on va les sécher très fortement pour pouvoir les coller. Et ensuite, on colle des poutres de 20 cm d'épais. Et après, on va recoller des poutres les unes à côté des autres pour créer presque un tablier massif. Là, nous, le challenge, c'est l'inverse. On part sur une technique très frugale, on part sur la grume à peine équarrie. Donc, le système constructif donc, valorise des bois donc, qui ont une section de l'ordre de 50 à 60 cm de diamètre minimal, hein, avec donc un entaillage qui se rapproche très proche de celui donc, du lignadal. Alors, il y a une problématique qui se pose, ça va être le séchage de ces grumes. Il n'est pas réaliste donc de couper les bois, d'aller les poser tels que. Il faudra au moins qu'ils soient ressuyés à 30%. Donc, on va les laisser donc sécher naturellement pendant quelques temps, soit en créant donc une cavité au centre et en faisant circuler de l'air, soit en les coupant peut-être en deux et en faisant sécher et en reconstituant la grume après coup. Et ensuite, donc si on fait cette solution, donc vous savez comme moi qu'un arbre a plutôt tendance à avoir de la conicité. Et donc l'intérêt de les couper en deux, c'est que si on leur met tête bêche après, on rattrape cette conicité. Donc ça permettra d'avoir donc des sections beaucoup plus homogènes. L'idée donc pour faire collaborer le tablier en béton avec la partie en traction qui est donc cette partie en bois, c'est de créer donc des entailles donc dans cette partie donc du tablier, histoire de créer des butons et qui vont permettre donc de passer donc cet effort de cisaillement. Et l'autre intérêt, c'est que comme on est perpendiculaire donc au trafic, pour éviter l'effet piano donc sur chacune des grumes, on va ferrailler donc ces poutres que l'on crée pour créer donc une poutre de répartition. Donc les charges vont être transmises au fur et à mesure sur les grumes au fur et à mesure que le véhicule donc avance, mais avec donc une répartition de ces charges. Donc ce qu'on utilise donc traditionnellement donc les ouvrages qui ont été faits, on circulait dans le sens donc des grumes. Comme je l'ai dit, là, on circule dans le sens perpendiculaire donc au trafic routier. Ensuite, donc, au niveau d'un prédimensionnement, donc, pour l'instant, le lignadal, au niveau de la vie technique, on partait donc avec une connexion seulement de 66%. Donc, ça nous demanderait des grumes de 57 cm de diamètre. Donc, on est dans les gros bois, on flirte avec les très gros bois. Mais on peut espérer améliorer la connexion. Certains systèmes de planchers collaborants en bois-béton, notamment le Silvabat, avec une connexion à 100%. Hein, ça nous donne 12% de rigidité en plus. Donc, il faudrait des grumes de 53 cm. Et la qualité du bois, on ne la maîtrise pas. Si on partait avec du C24 au lieu du C18, hein, si on considère que ce système social est performant, là, on gagne encore 5% sur la rigidité. Donc, ce sont des grumes autour de 51 cm qui sont nécessaires. Ça donne une idée donc des sections mises en œuvre. Donc, l'idée, c'est de remplacer donc, les connecteurs métalliques que l'on a vus donc, dans les projets précédents, ainsi que dans ceux utilisés par professeur Natterer, c'est de le remplacer donc, par seulement le façonnage donc, des grumes. Donc, ça évite de consommer du métal et ça reviendra a priori moins cher. Et donc, au niveau énergie grise, c'est aussi intéressant. Donc, par ces butons créés en décaissé dans ces grosses sections de bois. Ensuite, j'exerce dans la Loire. Bon, c'est pas une grande région viticole, mais on a quand même quelques vignes et on voit passer quelques engins, donc des tracteurs enjambeurs. Et c'est là que j'ai eu l'idée de dire, eh ben, pourquoi ne pas adapter un de ces tracteurs enjambeurs, donc pour lui faire le façonnage en un seul passage, c'est-à-dire qu'il viendrait enjamber la grume. Il aurait des scies donc pour équarrir sur les côtés.
et des sortes de papillons, histoire de créer aussi la queue d'aronde. Ça, c'est un petit peu le délire de l'architecte. Plus raisonnablement, on pourrait utiliser des portiques robotisés type Woodflex, tel qu'il y en a un d'installer à l'Enstib, pour pouvoir justement travailler donc ces grumes. Le tout est de savoir si on est vraiment donc en extérieur, donc pour créer donc un projet de pont, ou si on est à proximité de halles industrielles pour industrialiser un petit peu plus ce système. Donc au niveau de l'assemblage, donc on crée ces grumes, on façonne ces grumes, on les pose les unes à côté des autres. Ensuite, à l'atelier, on vient couler une première couche de béton, histoire de protéger donc le bois des intempéries quand il va être mis en extérieur. Donc on va créer ensuite donc des portiques, hein, donc avec des murs porteurs, et sur place, on viendra couler donc la deuxième couche. Donc, pour valider ce système, on est en train de travailler sur la mise en œuvre d'un prototype, donc grandeur nature. Donc, l'objet de ce prototype, c'est d'avoir des effets directs, donc c'est de finaliser toute la conception du projet, hein, de nous obliger de tout calculer, de tester le façonnage des grumes, les assemblages donc, du tablier sur les murs, de tester ensuite ces charges, et pourquoi pas à la fin de simuler un incendie en sous-face pour valider la tenue au feu de ce prototype. Donc avec CBS-CBT, on va faire aussi un travail donc, de caractérisation des bois ronds au Silvatest, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune norme européenne sur les bois ronds. Et donc, on va aussi travailler sur ce qu'on appelle les bois verts, afin de réduire l'empreinte environnementale de la filière bois, puisque à l'heure actuelle, le problème de la filière bois au niveau des FDES, c'est qu'on se rend compte que lors du séchage, on consomme énormément d'énergie. Et ensuite, les anciens savaient travailler, je dirais, du bois pas complètement sec. Et c'est une des problématiques, notamment pour la reconstruction de la charpente Notre-Dame de Paris, qui date du XIIIe siècle, datait du XIIIe siècle, où ils ont travaillé avec du chêne, mais qui n'était pas sec, donc à 18%. Ça, on en est pratiquement sûr. Donc, voilà les différentes phases de réalisation du prototype. Hein, donc, les bois carrés, on prend le tracteur enjambeur, on façonne, on assemble et on crée ces portiques. Donc, tout cela pour essayer de déboucher sur un projet emblématique pour la région stéphanoise, qui est une alternative à l'autoroute A45, donc avec ce qu'on appelle le projet Stent A47. La problématique, c'est que pour l'instant, l'autoroute A47 qui relie Saint-Étienne à Lyon est complètement saturée. Donc, ça fait 20 ans qu'il y avait dans les tablettes un projet de création d'une nouvelle autoroute, donc sur une autre emprise au sol qui traversait notamment des vergers et où il y a eu beaucoup d'opposition. Et donc, ce projet dont la déclaration d'utilité publique vient d'être déclarée caduque en juillet 2020. Et donc, le préfet de région est censé trouver des solutions alternatives acceptables pour tous pour désenclaver Saint-Étienne par rapport à Lyon. Et donc, ce projet est présenté dans cet appel à idées, entre guillemets, qui n'a rien d'officiel, mais bon, on est en train de travailler là-dessus. Donc, notre réponse, c'est de surélever l'autoroute A47 existante sur 20 km, donc entre des secteurs très accidentogènes et très saturés, donc pour fluidifier le trafic. Et donc, nous souhaitons une réponse écologique, donc en valorisant les gros bois, puisqu'il faut les exploiter dans de la forêt. Notre idée donc sur l'autoroute existante, donc au niveau bas, c'est de faire circuler le trafic routier, mais des camions, donc les lourdes charges, et au niveau supérieur, on imaginerait le trafic donc avec des véhicules inférieurs à 3,5 tonnes. Et donc comme on a une surlargeur donc à cause de la protection donc de la structure porteuse, on pourrait imaginer faire deux bandes donc de mode doux pour vélo, cyclomoteur, etc. Donc voilà une vision de la chaussée basse,
donc qui serait réservé aux camions. Là, on est dans un camion électrique Tesla qui va transporter donc les marchandises, et avec donc ce système porteur qui est donc avec des murs légèrement inclinés vers l'extérieur, qui permet de garder une vision sur le paysage. Donc c'est pas un tunnel complètement opaque, et ça nous permettra aussi niveau sécurité de ne pas respecter donc toute la réglementation liée au tunnel. Donc on a eu donc les conseils du CEREMA qui considèrent qu'une stabilité feu a priori d'1 heure devrait être suffisant pour ce type d'ouvrage. Et ensuite, donc, au plafond, on pourra faire de la correction acoustique et protection contre le feu. Et sur le mur central, donc, on pourrait faire ces motifs donc, qui serviront à corriger l'acoustique. Donc, la préfabrication, naturellement, se ferait hors site. Hein, il n'est pas question donc d'aller envoyer une armée de compagnons fabriquer ça sur place. Donc, on fabriquerait ces portiques sur une trame de 2,40 m. On les chargerait donc sur des camions, donc ce serait soit des semi-remorques classiques, soit des grumiers. Ça fait de l'ordre de 25 tonnes. Et la chance, c'est qu'on a donc déjà une chaussée existante. Donc, on pourrait imaginer la nuit faire transiter le trafic sur une seule voie, donc puisqu'il est très léger, et on travaillerait sur donc la chaussée mitoyenne. Et le jour, puisque donc on n'aurait pas de camion qui amènerait donc ces portiques ni de grues, on pourrait rétablir le trafic classique. Donc au niveau nuisance, ce serait très limité. Le chantier donc est de l'ordre de 18 mois pour chaque chaussée, donc 3 ans pour réaliser la totalité, mais sans grosse incidence donc sur la circulation automobile. Donc pour réaliser donc ces 20 km, ça représente 620 000 m3 de bois, c'est 67 000 grumes de gros bois. Donc ça permet de stocker donc 460 000 tonnes de CO2. Stent A47, donc c'est 69 millions de mètres cubes consommés. Ça ne représente que 1% de la ressource en gros bois en Auvergne-Rhône-Alpes et moins de 5% des très gros bois. Donc il y a de la matière première. Et pour régénérer cette matière première, cela ne représente que 14 jours de croissance de la forêt en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça veut dire que tous les 15 jours, on peut refaire 20 km d'autoroute sur ce principe. En plus, donc, ça permet de faire un pied de nez à l'automobile en stockant donc, ces 460 000 tonnes de CO2. Donc, le trafic actuel est 35 000 véhicules par jour hein, sur ce tronçon entre Saint-Chamond et Givors. Donc, si on part sur les émissions moyennes projetées en Europe, 95 grammes CO2 au kilomètre, ça représente à 30 années de trafic routier. Et comme en 2050, donc, on est censé être à la neutralité carbone, ça veut dire que dès qu'on a réalisé ce projet, on est une région neutre au niveau émissions carbone. Au niveau financier, donc on a été obligé de faire une approche, ne serait-ce que pour faire le prototype. Si on se base sur le coût du prototype, donc qui est 4,80 m de large sur 15,50 m, qui revient à 60 000 €, le prix de revient du kilomètre est de 25 à 30 millions hors taxe. Donc ce budget, ça représente 800 millions pour faire ce tronçon de 20 km, et c'est l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne était estimée à 1,2 milliard, et dont un tiers était pris par un concessionnaire, donc il restait 800 millions à charge des collectivités locales. Donc ce projet serait compatible avec le budget qui était mobilisé pour la 45. Autre caractéristique, c'est que pour réaliser ces 460 m3 de façonnage de bois, cela représente 3200 emplois pendant 3 années, hein, selon des données collectées par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Donc sur toute la filière bois, hein, de la gestion forestière jusqu'au chantier. Donc si on laissait donc ces gens au chômage, ça représente en gros donc une charge de 400 000 € par an hein, pour ces emplois. Et si on les fait travailler, donc c'est pratiquement l'équivalent qui revient donc dans les caisses de l'État. Donc ça veut dire que l'État, lui, est pratiquement neutre au niveau de son investissement. Ça correspond aux 400 millions
qu'il est censé mettre dans le projet. Et des projets donc similaires autoroutiers, je dirais en surélévation dans le monde, ce ne serait pas le premier. Il y en a aux États-Unis avec des ponts en double hauteur. Il y en a au Japon où il y a des structures justement essentiellement à base de béton, mais en zone sismique. Il y a ce projet que j'ai collecté sur Internet au Caire, bon, où je voudrais pas habiter dans les immeubles qui sont situés à côté, mais en Chine, il y a aussi des projets assez pharaoniques. Mais plus proche de nous, il y a l'autoroute donc qui va de Nantua à Lyon, qui est aussi donc une route en surélévation, et donc c'est quelque chose de très commun. Pour situer donc la quantité du gisement des gros bois, des très gros bois, donc comme je vous l'ai dit, 69 millions de mètres cubes en Auvergne-Rhône-Alpes, ça permettrait de faire 2200 km de surélévation d'autoroute. En Auvergne-Rhône-Alpes, on n'a que 1600 km d'autoroute. Donc on peut déjà toutes les recouvrir. Donc ça permettrait de faire un traitement acoustique dans des sites sensibles. Ça permettrait de cacher les autoroutes où il y a des paysages à protéger, et pourquoi pas de créer une centrale photovoltaïque de 66 millions de mètres carrés, ça permettrait de ramener pas mal d'énergie. Si on fait le même raisonnement au niveau national, il y a 220 millions de mètres cubes de gros bois, très gros bois, ça permet de recouvrir 7200 km d'autoroute. Le gisement est énorme, 7200 km, c'est 60% des 12 000 km qui existent en France. Donc, au niveau potentiel, il y a de quoi faire. Donc, le projet de la Stent A47 est soutenu par des élus, des députés, sénateurs, donc, et on essaye de faire avancer l'idée pour que le préfet de région fasse remonter cette idée jusqu'au niveau national, puisque les autoroutes, ça dépend de l'État. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis là pour répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très clair. On visualise très bien le projet pour le coup. Et c'est vrai que c'est une façon d'utiliser les bois qu'on n'aurait pas imaginé à l'origine. Il y a eu quelques questions pendant l'intervention ou quelques remarques qui donc évoquaient le fait que le pont, le tunnel entre guillemets soit ouvert, ça permettrait peut-être aussi de gérer la ventilation pour les fumées de pots d'échappement. Le coût au kilomètre, ça a été répondu. Enfin, ça a reçu une réponse. En fait, non, il n'y a pas eu plus de questions que ça pendant. Donc, si des gens ont des questions à l'oral maintenant ou à l'écrit, n'hésitez pas. Ouais, moi j'ai une question. Est-ce que dans la conception de l'ouvrage des ouvrages que vous avez envisagés et que vous venez de nous présenter, il y a une prise en compte de tout ce qui est travaux de maintenance des enrobés sur la partie inférieure? Parce que les machines, c'est une chose, elles ont un gabarit, type gabarit routier, on va dire, donc ce qui rentre très bien dans les coupes que vous nous avez présentées. Cependant, de ce que je l'ai cru voir sur des chantiers, quand ils amènent du bitume pour pouvoir venir remplacer un bitume existant, ils sont dans l'obligation d'amener ça avec des camions bennes et de lever les bennes. Ce qui fait que derrière, est-ce que la hauteur prévue pour vos modules est compatible avec la hauteur de ces bennes relevées en cas de maintenance et d'entretien de la chaussée, du rez-de-chaussée? Disons que comme la voirie inférieure est réservée donc au transport au camion, donc on est au gabarit routier. Donc je pense que à l'heure actuelle, il se fait des tunnels qui sont gabarit routier où cette problématique se pose. Donc je ne suis pas plus interrogé que cela. Mais si on arrive à faire le tunnel, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ce ouvrage. Mais bon, c'est une bonne question. Nous n'avons pas tout résolu, sinon ça ne s'appellerait pas un projet de recherche. On est complètement d'accord. Je suis pas sûr qu'on ait évoqué la question de la durabilité des bois. On est sur des bois avec donc une durabilité naturelle. Donc les gros bois, ce sera principalement beaucoup de sapins. Le bois sera protégé en partie supérieure donc par une étanchéité plus donc la dalle béton étanchéité plus asphalte, et en sous-face, moi j'imagine qu'il sera protégé aussi par donc un habillage ajouré qui ferait un piège acoustique
et donc avec de l'isolation. Donc ça veut dire qu'il est encapsulé, pour ainsi dire. Donc pour moi, il ne devrait pas y avoir de problème de pérennité. À l'heure actuelle, bon, en plaisantant, je dis que je garantis tous les ouvrages donc de bâtiments, je les garantis 7 siècles, parce que la plus belle réalisation que j'ai, la plus vieille réalisation que j'ai vue en France, elle est du 7e siècle, du 13e siècle, à Sarlat. Sans parler des ouvrages que l'on peut aller voir au Japon, qui sont beaucoup plus anciens. Hein. Donc, je pense qu'un bois, quand il est sec, dans de bonnes conditions, ensuite de mise en œuvre, il n'y a pas de raison qu'il ne dure pas plusieurs siècles. Merci pour cette réponse. Je pense qu'on ne peut pas aller que vers l'utilisation des gros bois de Douglas, parce que c'est pas Non, ce qui. Les gros bois, c'est surtout des sapins à l'heure actuelle. Le Douglas, c'est une essence qui est relativement jeune. Donc, je crois qu'il ne faut pas se limiter à utiliser que du classe 3 pour faire ce type d'ouvrage. Et c'est certain. Et puis de toute façon, que ce soit le sapin ou l'épicéa, le fait est que leur duramen est durable, c'est juste qu'il n'est pas différenciable, donc on ne peut pas s'assurer qu'on a que du duramen. Sur de très gros bois, on a un duramen qui a commencé à être, enfin on n'a plus que quelques centimètres, millimètres parfois, mais centimètres d'aubier sur l'extérieur qui sont pas les plus importants pour la structure porteuse voilà, dans le pire des cas. tout à fait. Dirons, on sera tellement surdimensionné qu'on peut se permettre que l'aubier ne travaille pas aussi bien, quoi. Très bien. Eh bien, si jamais on n'a pas plus de questions, je crois qu'on arrive au bout avec 5 minutes de retard sur l'heure prévue. Donc je voudrais remercier à nouveau Robert Jeanvrin, Dominique Mollard et Louise Allec d'avoir accepté de nous présenter tout ceci aujourd'hui. Puis une nouvelle fois, vous invitez à nous faire remonter des propositions de sujets. Hein. Vous avez pu voir, c'est des choses qui sont. On vous demande pas quelque chose de professionnel, on juste voilà pouvoir échanger sur un sujet qui vous tient à cœur. Une fois encore, qu'il soit lié au bois ou non. On pourra quelque chose sur les canettes en aluminium, peut-être de la part de notre présidente un jour. Si, les canettes, les boîtes de conserve. Pourquoi elle est vide? Donc merci pour votre présence et il y aura très certainement une forme ou une autre de vidéo qui sera mise à disposition, soit en lien direct. Voilà, si jamais vous avez une opposition, si vous êtes intervenu à l'oral, à ce que on vous voit ou vous entende, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci à Sophie et Damien et à toute l'équipe de l'AIESB pour cette première présentation. C'était super sympa. Et Merci à très, Très intéressant. et merci à tous les intervenants.